Welcome to the Private Equity Exchange, the only summit bridging the gaps between limited partners, private equity funds, corporate executives, and entrepreneurs. With over 1,000 delegates, the Private Equity Exchange is the only venue where LPs, private equity firms, corporate executives, and entrepreneurs meet. Before the events, using our internet platform, schedule one-on-one meetings with delegates that matter most to you, and exchange far more than business cards at your deal meetings at the Private Equity Exchange. Gather great market insight with over 120 speakers and 6 tracks to choose from. The Private Equity Exchange, the largest private equity event in Europe for CEOs, funds, and LPs. You are looking at LBO for management teams. Preparation to LBO, the negotiation process from business planning to company evaluation. Introducing Bien. Nous allons commencer, donc recommencer la séance donc de vulgarisation du LBO, montrer, après avoir vu un petit peu les principaux mécanismes, on va rentrer davantage dans comment fonctionne un LBO, une entreprise qui est en vente, quels sont les intervenants, à nouveau, qui sont susceptibles d'être intéressés par elle, comment ça se passe là concrètement. Les fonds, les conseils, les avocats, le point de vue de l'entrepreneur. Très en amont du processus, ce qu'il est majeur dans ce type de processus de vente de faire, donc c'est bien évidemment de définir précisément avec les vendeurs et les parties prenantes à l'opération, donc j'inclus également là-dedans sans doute les managers des périmètres cédés, le cahier des charges, puisqu'il peut être bien évidemment très différent d'une opération à l'autre. Alors de manière très basique sur les actionnaires eux-mêmes, c'est vrai que différentes problématiques peuvent se poser. Des actionnaires dont le but ultime est exclusif et, je dirais, une opération de maximisation du prix. D'autres pour qui les enjeux d'absence de garantie vont être majeurs. D'autres qui veulent récompenser, peut-être d'une certaine manière, un dirigeant qui les a accompagnés pendant 30 ans et donc peut-être maximiser un peu moins le prix, mais faire l'opération avec lui, quoi qu'il arrive. Bon. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui est majeur à prendre en considération. Deuxième point, et là c'est plus dans une configuration de LBO dit secondaire, donc dans lequel un dirigeant a déjà une partie du capital, c'est de bien comprendre, le dirigeant est bien évidemment un élément clé de l'opération, bien comprendre quel est son objectif de réinvestissement, quel est son projet personnel, puisque de ce niveau de réinvestissement va probablement dépendre l'appétit, l'intérêt des investisseurs pour l'opération. C'est sûr que si on a un dirigeant qui ne souhaite investir moins de 30% de son gain, ça risque un petit peu de compromettre l'opération. A contrario, s'il est prêt à investir 70%, on sait que ça va très fortement influencer sur l'intérêt des acteurs sur le projet de reprise. Un autre point qui est un point également très important sur ce type de processus, ces processus ont tendance à se rapprocher. C'est vrai qu'on voyait il y a encore quelques années des opérations de LBO qui se faisaient tous les 4, 5, 6 ans. On voit maintenant qu'elles ont plutôt tendance à se réduire dans le temps, avec des délais qui peuvent même parfois arriver jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi. Donc c'est vrai que c'est des éléments, un grand nombre d'acteurs sont amenés à travailler sur l'opération, à rencontrer le dirigeant. C'est un élément assez fortement perturbant pour une société. Donc un des éléments qu'on prend de plus en plus en compte dans les processus maintenant, c'est de limiter le rôle un petit peu déstabilisant que peut avoir un processus de vente. Et donc pour le limiter, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais c'est de limiter le temps que passe un dirigeant sur ce type de processus. Donc on le verra un peu plus dans le détail ultérieurement, mais c'est quelque chose qui est également dans l'intérêt et du vendeur, parce que ça peut perturber l'atterrissage en fin d'année, donc par là même souvent le prix de vente, et qui est dans l'intérêt également de l'acheteur, puisque sinon c'est l'année suivante qui est également moins bonne, et ça peut poser des problèmes dans le cas du LBO. Un autre point, donc on a vu le point des vendeurs, le point des dirigeants, un autre point qui est majeur, c'est le point de la société. Quel est le timing de la vente? Est-ce le bon moment? Là aussi, les délais sont raccourcis sur les opérations. Est-ce que c'est la succession des opérations qui doit dicter la stratégie de la société, ou est-ce que la stratégie doit être autonome? Est-ce qu'il faut faire un investissement dans une nouvelle usine très lourd, qui va perturber un peu la rentabilité de la société juste avant la vente?
Est-ce qu'il faut le différer? Donc là, il y a une vraie problématique, un vrai arbitrage à faire. En un mot, pour résumer ce slide, pour que le conseil en M&A soit efficace, le mieux, c'est de lui donner quand même un cahier des charges le plus précis, le plus clair possible, quitte, en amont d'ailleurs, le plus en amont possible, à rapprocher des points de vue qui peuvent, selon les cas, avoir des objectifs un peu différents entre certaines typologies d'actionnaires, comme les managers, comme des financiers. Tous n'ont pas les mêmes forcément objectifs, en tout cas à la fin du process. Et plus on a un cahier des charges clair, plus on peut mettre notre modeste talent de négociateur au service de chacune des parties. Et plus on connaît à l'avance le cahier des charges et moins on nous en cache, plus on est efficace pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à la fin. En conclusion de ce premier slide, donc, en termes d'optimisation du processus de cession, c'est toujours la même chose. Il faut essayer d'avoir une phase de préparation donc la plus adaptée possible, la plus complète en amont, une phase d'exécution raccourcie pour ce que vient d'expliquer Bruno, pour ménager le plus possible le management et le consacrer non pas à des sujets contingents, mais sur les points les plus importants et que le management puisse, c'est un créateur de valeur évidemment, donc puisse s'exprimer sur les quelques points importants. Il y a des moments fondamentaux dans un deal, comme dans tout métier, et il faut qu'il soit prêt à bondir sur ces points importants, alors que si on le noie tout le temps, il a quand même une entreprise à gérer la plupart du temps, c'est mieux quand même. Nous, on appelle ça, moi j'appelle ça pour les amateurs de boxe, la méthode Mohamed Ali, c'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent moins, mais il tournait longtemps autour de son adversaire avant de piquer. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que plus on prendra son temps et mieux on sera préparé aux premières phases de connaissance de l'entreprise, des points forts, des points faibles de l'entreprise, donc des management press, on va parler de tout ça, mais des mémorandums, etc., des data rooms. Plus on est prêt en amont, d'où l'arrivée d'ailleurs des staple financing, on en parlera aussi, et des VDD, plus on est prêt en amont, moins il y a de discontinuité dans les phases de négociation, et plus on est efficace, et plus on se consacre aux choses importantes dans une négociation, c'est-à-dire la vente aux meilleures conditions. Conditions, c'est pas uniquement le prix, mais aux meilleures conditions pour nos clients. Un processus coordonné sur mesure, ça fait très blabla, j'en ai conscience. Maintenant, je ne sais pas faire autrement que de vous le dire. Le sur-mesure, je pense qu'on va employer les uns les autres le mot des dizaines de fois. C'est pourtant fondamental, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à la standardisation des processus en ce moment. Chaque entreprise, chaque dirigeant, chaque géographie du capital est différente. Et il faut, autant que faire se peut, s'adapter à chaque cas pour faire en sorte, encore une fois, que les intérêts des uns et des autres soient le plus sauvegardés possible. Alors là, vous avez donc rapidement les grandes phases que vous retrouverez toujours. Donc, c'est pas très marketing, mais la phase 0. Donc ça, je laisserai moi. Vous êtes le degré 0 de cette intervention, Frédéric. Non, la phase 0, contrairement à ce que son nom indique, est sans doute une des plus importantes, parce que c'est là que va être déterminé le succès de l'opération et des 4 phases qui suivent. Donc, la première phase, après la phase de préparation, c'est la phase où on va rédiger les mémos, etc. On va détailler chacune de ces phases. La deuxième, c'est les contacts et la documentation à fournir. La troisième, on rentre dans le détail avec une certaine sélection déjà, une shortlist. On verra ce que c'est qu'une shortlist. Elle est plus ou moins short en fonction des cas et des intervenants, où on rentre en jeu à partir des data rooms. Les négociations, évidemment, sont de plus en plus fines jusqu'à la phase de réalisation. Et chacune de ces phases est importante. L'ensemble de ces phases prend grosso modo, comme toute moyenne, elle est forcément fausse, mais prend grosso modo 6 mois, qui est un délai business. Donc j'exclus les problèmes de DGCRF lorsqu'il y en a, etc., ou tout ce qui est législatif en tout cas. Donc c'est une durée business et c'est une moyenne. On peut faire plus court, mais plus que ce délai-là, ce qui compte, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, c'est le temps qui est consacré par le management à cette opération, plus que le délai. À la limite, si on espace un peu plus pour laisser un peu d'espace aux négociations, c'est parfois utile, mais qu'on ne prend pas tout ce temps au management, c'est pas grave. Le management, encore une fois, on peut lui faire passer du temps sur des phases très précises et réunir ça. Donc retenez 6 mois, mais ça peut être plus court dans certains cas. Je vous laisse mettre le degré 0. Donc,
Oui, donc effectivement, la phase de définition du projet qu'on appelle le degré zéro ou la phase zéro, qui revêt en fait une importance capitale dans ce type d'opération à différents points de vue. D'abord, la question de définition du projet lui-même, et après sur l'étendue des travaux préparatoires. Donc déjà sur la question du périmètre, Daniel, il y a un certain nombre de sujets. Alors, le périmètre, ça peut paraître un sujet simple, mais dans la réalité, on se rend compte que ça l'est rarement. D'où effectivement l'importance de cette phase zéro. Donc la question se pose de savoir ce que l'on veut effectivement céder. Il est rare que l'on trouve un groupe préconstitué qui est prêt à se mettre sur le marché. Donc on a un certain nombre de cas où il y a une réflexion à mener. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise familiale, il y a souvent des SCI patrimoniales qui se trouvent satellisées autour des sociétés opérationnelles. Qu'est-ce que veulent en faire les actionnaires dirigeants ? Lorsqu'on parle de LBO sur spin-off de grands groupes, en fait, il y a une réflexion assez importante à faire pour savoir ce que l'on va faire des moyens communs. Est-ce que les comptes qu'on présente sont représentatifs de l'ensemble que l'on va céder ? Donc il y a un travail assez important à mener et avec les dirigeants et avec les actionnaires vendeurs, si ce ne sont pas les mêmes, pour savoir effectivement ce que l'on veut faire, ce qui va se retrouver après dans l'intensité des travaux préparatoires pour voir si on a préparé des données complémentaires qui correspondraient à l'ensemble que l'on souhaite vendre. Alors, au-delà de cet aspect comptable et financier, il peut y avoir des considérations fiscales importantes qui sont liées à la patrimonialité des actionnaires, sur lesquelles c'est plutôt l'avocat qui se penche. Oui, alors, tout à fait, effectivement, au-delà de la question du périmètre, de la cible, c'est-à-dire de l'objet qui va être cédé ou dont l'objectif est d'être cédé, il y a la question des périmètres qui sont les périmètres des actionnaires vendeurs, donc de savoir quels sont les objectifs et d'identifier clairement quels sont les objectifs des actionnaires de la cible, qu'ils soient des actionnaires directs ou indirects, hein, et également de déterminer quelle est l'amplitude de l'implication du management dans l'opération de reprise. Et ça, c'est un paramètre qui revêt toute son importance, puisque, comme on le verra tout à l'heure, en fonction de la nature de l'engagement des actionnaires managers ou actionnaires uniquement vendeurs, on va avoir une différenciation en réalité des types de structures et différents types de problématiques qui vont devoir être prises en compte. Donc, par exemple, il sera relativement fréquent dans les groupes familiaux qu'il y ait d'une part des opérations préalables d'identification du périmètre de l'activité qui fera l'objet de la cession, et d'autre part, du point de vue des membres du groupe et des membres personnes physiques, je dirais, du groupe, qui sont à la fois actionnaires minoritaires ou majoritaires au sein de l'entité et qui souhaitent rester ou partir à plus ou moins brève échéance. Et tout ça, je dirais que ce degré zéro, entre guillemets, de l'opération, l'identification et le travail sur cette définition va induire en réalité une grande part du travail qui va être mené, notamment dans la phase, je dirais, d'implémentation de la définition. Je me permets d'intervenir juste rapidement sur cet aspect-là. Ce travail de préparation est quelque chose qu'on peut sous-estimer au départ, mais c'est l'occasion un petit peu de refaire le point sur l'entreprise, comment elle s'est constituée dans son histoire, et ça permet de la réorganiser et de la rendre un petit peu plus présentable quelque part, parce que dans le cas présent, c'est une entreprise qui a une 60aine d'années, qui a grandi progressivement. Tant qu'on vivait tout seul, ça allait bien, mais à partir du moment où on passe dans une phase avec des actionnaires plus actifs qui vont vouloir surveiller d'un peu plus près les choses, qu'on quitte un peu le cadre que je qualifierais de familial, et où on oublie ce qui a été dit ce matin, tout à l'heure, le déjeuner du dimanche, il faut formaliser les choses un peu plus, et c'est l'occasion de se pencher sur soi-même et l'histoire de l'entreprise. Donc c'est un travail de préparation qui est, je dirais, fondamental, et qui est important. Avant de partir, il faut savoir où on est. Je le dirais comme ça.
Alors pour souligner la chose, je pense qu'il y a en dehors des aspects de préparation des données historiques pro forma qui se font souvent au travers des VDD sur lesquels on reviendra, je pense qu'il y a globalement un travail qui consiste pour l'entreprise à s'assurer qu'elle est en ordre de marche financier. Alors généralement on parle d'entreprises qui vont plutôt bien et qui ont des perspectives de croissance, mais ce schéma ne veut pas dire que nécessairement on a tous les outils qui pourraient être nécessaires pour passer le lendemain sous un LBO, ni même tous les outils qui sont nécessaires pour fournir aux investisseurs potentiels le niveau d'information auquel légitimement ils prétendent. Donc on se trouve souvent avec l'obligation de se préparer, c'est-à-dire de réfléchir sur des aspects gestion de la trésorerie et du cash qui, dans les entreprises qui vont bien, sont parfois un petit peu délaissés, d'avoir besoin de bâtir des business plans, d'avoir une vision assez claire du plan d'investissement sur les prochaines années, des retombées potentielles de ce plan d'investissement, et donc de demander aux entreprises de sortir un peu de leur carton, leur projet, et de réfléchir, mais de manière peut-être plus structurée qu'elles le faisaient auparavant, sur quels sont les projets sur lesquels elles veulent réellement investir et quelles seront les retombées de ces projets. Donc on a vraiment besoin de définir assez en amont des remontées, surtout s'il s'agit d'entreprises qui sont avec des implantations internationales, des remontées d'informations qui n'existaient peut-être pas de manière aussi structurée qu'on peut le souhaiter avant un projet de LBO. Il y a cette phase d'introspection et de préparation et de mise en ordre ou de mise en ordre de marche au plan financier. Il y a toute la phase de préparation ou de mise en œuvre des réorganisations préalables à l'opération. Alors ça comprend en réalité bien évidemment tout un tas de documentation ou de préparation de documentation sur des exclusions de périmètre, sur des sorties ou inclusion d'éléments d'actifs ou de parts d'activité, mais également il y a tout l'aspect, je dirais, d'ingénierie patrimoniale pour les actionnaires cédants qui va la plupart du temps intervenir et devoir intervenir en fait à ce niveau-là plutôt qu'effectivement plus tard dans le processus. Pour une bonne et simple raison, c'est que plus on prend de délai pour aborder les questions d'ingénierie patrimoniale des actionnaires cédants, qu'ils soient quittant la structure ou managers restant et réinvestissant, on aura en fait la problématique de savoir qu'est-ce qu'on va vendre et comment on va pouvoir le vendre. Et bien évidemment, en miroir de ça, la problématique des acquéreurs et de la mise de l'entité sur le marché, entre guillemets. Alors, une fois qu'on a approché ces questions et qu'on a, je dirais, un certain nombre de décisions, au moins de décisions de principe de mise en œuvre sur l'ingénierie patrimoniale et sur le périmètre et le ciblage de l'entité ou du groupe ou de l'activité qui va être cédée, très souvent, et c'est un aspect qui, je dirais, a une importance, qui est un aspect peut-être d'éducation des actionnaires vendeurs, qui est celui de l'approche des valorisations vendeurs. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit, ou en tout cas c'est très fréquemment, lorsque des actionnaires familiaux vont vendre ou souhaitent vendre tout ou partie de leur entreprise, ils ont une idée assez précise du prix qu'ils entendent en tirer. Et que très souvent, on va avoir en fait un premier décalage qu'on va pouvoir cerner dès cette phase sur l'écart entre la perception que le vendeur a de la valeur de son entité et sa valeur réelle, et la valeur qu'on va pouvoir en tirer au terme d'un processus adapté, structuré et coordonné. Et là encore, on tombe, je dirais, dans l'élément qui est une espèce de fil conducteur, qui est véritablement celui de l'adaptation et du tailor-made process. Donc phase 1, la phase de préparation, qui est bien évidemment une phase également très importante, dans le sens où c'est là où on collecte toute l'information qui sera disponible pour le processus, et c'est là où il ne faut surtout pas être plutôt extensif, je dirais, pour ne pas être pris au dépourvu dans le processus ultérieurement, pour ne pas avoir l'information au moment voulu, parce que ça peut perturber les phases suivantes. Alors, bien évidemment, c'est également les premiers documents qui seront adressés aux investisseurs, et donc par là même, c'est la première vision qu'ils auront de la société. Donc il convient d'être assez prudent sur ce qu'ils auraient communiqué.
Alors, assez classiquement, et je vais être assez rapide sur le sujet, le premier travail consiste bien évidemment à rédiger un mémo de présentation sur la société. Alors bien évidemment, on va présenter les éléments de développement, le positionnement en son marché, etc., etc. Donc ça, c'est assez classique. Maintenant, il y a peut-être 3 points plus spécifiques à traiter dans ce document. Le premier, c'est à qui on s'adresse. Est-ce que si on est sur un périmètre où on s'adresse à des industriels, on va leur expliquer leur marché, leur expliquer comment on les positionne dans ce marché? Ça peut être appréhendé de manière un peu différente. En revanche, si on s'adresse à un fonds d'investissement, c'est très clair que c'est quelque chose sur lequel il faudra appuyer. Donc là aussi, il faut sans doute, à travers le prisme de qui on l'adresse, analyser de manière un peu différente le mémo. Deuxième point, la confidentialité. Là aussi, est-ce qu'on s'adresse à un industriel, pas à un industriel? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un mémorandum, qu'est-ce qu'on n'y met pas? Bien évidemment, des marges clients, des choses comme ça, surtout pas dans un mémorandum. Mais bon, il y a toujours un débat entre il faut être vendeur dans un document, mais il ne faut pas en dire trop parce qu'on commence à rentrer dans la confidentialité. Troisième point, c'est bien évidemment le mémo doit être vendeur. Maintenant, est-ce qu'il convient dans un mémorandum de commencer à éluder, surtout ne pas évoquer les petites faiblesses de la société ou les faiblesses réelles? Et je dirais que là, après, on trouvera des conseils qui ont peut-être des avis divergents. Nous, on sera plutôt dans une position où on commence un petit peu à aborder les faiblesses de la société. Le plus tôt on les traite dans le processus, le plus tôt le dirigeant peut expliquer en quoi ces faiblesses peuvent être résolues, mieux on se portera dans le processus. Alors que si c'est pour être découvert en fin de processus, c'est souvent ravageur. C'est ce que je voulais dire. Et puis, bien évidemment, c'est également le moment aussi où on commence à réfléchir sur quels sont les points sensibles. Est-ce qu'il y a une problématique taxe, juridique, fiscale? Est-ce qu'il y a une problématique de marché? Ou quelle est cette problématique de marché? Pour commencer à réunir la documentation et définir en amont le cahier des charges des vendors due diligence qui vont être conduites par ailleurs. Un point assez clé, c'est la préparation du business plan, cette phase préparatoire. Sachant que les conseils peuvent évidemment aider à la préparation de ce business plan parce qu'ils savent quelles sont les attentes de ce business plan. Mais je pense qu'un point important, c'est que les managers se rendent compte que c'est leur business plan et que c'est eux qui seront amenés à le défendre lors des management presentation. Donc c'est vraiment une œuvre collective, je disais les conseils apportant leur know-how sur les modes de construction, mais les dirigeants apportant leur connaissance de l'entreprise et devant mettre leur crédibilité en jeu lorsqu'ils vont avoir à le présenter. Donc l'idée de ce business plan, c'est de pouvoir soutenir ensuite une valorisation. Donc c'est un business plan qui ne va pas concerner que le compte de résultat, car souvent, lorsqu'on nous dit on va faire un business plan, on ne voit que le résultat, alors qu'en fait, ce à quoi va s'intéresser un fonds dans un LBO, c'est le cash qu'on va pouvoir en tirer. Donc ça veut dire quel est le cash à l'origine, de quel cash a-t-on besoin pour fonctionner, donc quels vont être les besoins en fonds de roulement et leur évolution face au développement de l'entreprise, quels vont être les besoins pour investissement, puisque je pense que comme on l'a illustré ce matin, aujourd'hui, la tendance est à ce qu'il y ait un refinancement complet qui soit fait lors d'un LBO, donc non seulement l'achat même de l'entreprise, mais également le financement du bas de bilan et le financement des investissements en actifs industriels. Donc je crois que c'est un point assez important, même si, on nous l'a souvent dit, un business plan, on n'en fait pas parce que c'est toujours faux, ce qui est vrai d'ailleurs. Je pense que c'est un indicateur très important et on ne peut pas faire l'impasse de cette préparation. Oui, juste un mot peut-être. C'est vraiment la colonne vertébrale de la négociation, un business plan. On retrouve toute l'entreprise en fait dans ce business plan. On doit retrouver toute l'entreprise dans ce business plan. J'allais dire comme boutade, mais comme les négociations, vous l'avez dit tout à l'heure, peuvent durer 6 mois à peu près entre le début en tout cas et la fin d'un process. Il faut bien trouver des sujets sur lesquels on est d'accord. Or, le prix, l'acheteur et le vendeur le sont rarement. Donc le business plan, c'est bien, on parle d'autres choses comme ça. Mais blague mise à part, ce business plan, c'est vraiment la colonne vertébrale de cette négo, effectivement, où on doit retrouver toute la compréhension du dirigeant, où on doit challenger avec l'acquéreur et confronter les différentes stratégies. Et si, comme le dit Daniel, effectivement, à la fin, on a fait quelques études dessus, d'ailleurs on s'est amusé à regarder les business plans 3-4 ans après, ils sont rarement exacts, à l'évidence, mais ils sont rarement faux également. C'est-à-dire que c'est souvent, oui, le timing n'est pas exactement le même, oui, les mix produits n'évoluent pas de la même façon, mais à la fin, on est rarement à l'ouest. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment eu un vrai problème. Et parfois, à la hausse ou à la baisse. Mais ça serait vraiment une erreur de s'exonérer
Je crois que notre invité tout à l'heure a dit que cette phase de préparation était importante. Je pense que sur ce business plan également, ça permet aux chefs d'entreprise, il y en a quelques-uns qui nous disent gentiment, qui nous disent à tous les conseils autour, hein, tiens, on connaît presque mieux notre entreprise, en tout cas on sait mieux le formaliser, ça permet de s'arrêter un moment, de prendre du temps, de se faire challenger par des gens qui sont des conseils extérieurs, donc forcément moins compétents, mais en même temps plus extérieurs, ayant une expérience d'autres cas de situation, d'autres entreprises, et on confronte tout ça, et ce business plan, c'est vraiment, vraiment, vraiment central. Il faut y passer du temps pour être sûr de ce qu'on fait. Et il permet accessoirement d'élaborer à peu près un prix. La notion de cash, effectivement, fait souvent une petite leçon de finance où le business plan, le compte de résultat, c'est une chose. Rappelez-vous qu'un fonds d'investissement, si j'avais à résumer, j'espère que je ne vais pas me faire engueuler par mes deux confrères à gauche, mais c'est la rentabilité des capitaux investis. Comme ça, on a tout dit, hein. La rentabilité, certes, c'est le business plan au niveau résultat d'exploitation, par exemple, mais des capitaux investis. Donc l'investissement, est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce qu'il va nous rapporter? À chaque fois, à chaque investissement, que ce soit pour l'acquisition d'entreprise ou dans la suite de la vie d'entreprise, pour de la croissance externe ou pour des croissances internes, eh bien, la question se pose pour un fonds, quelle est la rentabilité des capitaux investis? Donc il faut bien avoir les deux points de la corde pour faire une droite. Pour revenir sur la notion du business plan, ce que je disais tout à l'heure dans la phase 0, donc il faut savoir où l'on est. Avec le business plan, c'est où est-ce que l'on va. Et c'est au travers de ça, de regarder un peu plus loin que le bout de son nez et de dire qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, en 2007, par exemple, mais de se dire, bon, dans 5 ans, où est-ce que je veux être? Et de le formaliser un petit peu, de prendre le temps d'y réfléchir, de se faire aider par des gens qui ont un peu la technicité qui va autour d'un business plan et de sa présentation, d'être un peu plus formaliste, sachant qu'en effet, je suis d'accord, un BP sera toujours faux, mais néanmoins, il montrera où est-ce qu'on veut aller et comment on va s'y atteler pour y aller. Donc c'est en effet, je crois, quelque chose de très important. Et derrière ça, c'est quelque part, c'est le projet de l'entreprise et c'est le projet des hommes de l'entreprise qui se disent, OK, voilà ce qu'on pense pouvoir faire, à minima, à maxima. Mais donc, ça permet de s'assurer un peu une cohésion de l'entreprise et c'est un objectif. Voilà. Ce serait vraiment une grosse erreur de la part des dirigeants de s'abriter derrière le prétexte qu'ils sont toujours faux, ce qu'on reçoit très souvent comme argument, pour ne pas le faire. Ce serait vraiment une bêtise. Oui, juste un point pour les fonds. En effet, vous avez dit plusieurs fois que les business plans étaient toujours faux. Donc, simplement, j'espère que sur ce point-là... J'ai largement nuancé. Oui, voilà, merci pour cette nuance finale. Le business plan, le management, le fonds et les banques de financement vont vivre avec pendant en moyenne 4-5 ans. Donc du business plan découle bien sûr la valorisation, découle le levier, découle les covenants et découle la mesure du management. Donc outre le fait que c'est un point central de la négociation, c'est surtout un point central des 5 ans qui suivent. Point suivant, donc dans le choix du processus. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de processus figé. C'est souvent des processus sur mesure, adaptés. Maintenant, on a voulu prendre 2 angles sur 2 grandes oppositions de processus. Donc sur ce slide-là et sur le slide suivant. La première opposition, c'est quel type de processus en termes d'enchères? Est-ce qu'on se retrouve sur un processus large, on contacte 10, 15, parfois plus d'acteurs, ça arrive, ou au contraire, est-ce qu'on se met dans un processus beaucoup plus restreint? Donc ça, c'est des avantages, c'est des inconvénients. En général, ça découle plutôt du cahier des charges qui nous était donné. Il n'y a pas de processus type qui fonctionne bien. C'est selon le cahier des charges, il faudra le faire. Alors moi, je prends l'exemple, Patrick, où tu es intervenu, je crois, récemment sur un dossier, où tu as été amené, pour des raisons qui sont propres au dossier, à ne consulter que 2 acteurs. Et pas d'autres. Je ne crois pas que les actionnaires aient eu se plaindre de l'opération. Donc ça, c'est quelque chose qui peut très bien se faire également. Après, tout l'enjeu, c'est de savoir bien évidemment de définir est-ce qu'on contacte les 2 bons. Donc là, c'est là qu'il faut faire attention. Au contraire, le processus d'enchère, beaucoup plus large. Donc c'est vrai que ça peut être sécurisant pour un vendeur de se dire, bon, j'ai contacté 15 fonds, je suis sûr d'avoir le meilleur prix. Certes, maintenant, ce qu'il faut voir en face de ça, c'est que le management, il va avoir 15 fonds, il va y passer un temps fou. Ça va peut-être pas prendre les 4 mois ou les 5 mois prévus, mais ça va prendre 9 mois. Bon, c'est quelque chose qu'il faut analyser. Donc, avantages, inconvénients, partagés. Autre point, on essaie toujours de fixer un processus à l'avance, dire voilà, on va prendre telle semaine et autres. Et puis, on voit l'appétit d'un investisseur qui est bien supérieur aux autres, qui a une lecture bien plus rapide que les autres, parce qu'il connaît le secteur. Et puis on voit qu'il est en train d'avancer très très vite. Alors il y a 2 positions par rapport à ça. Il y a effectivement dire, oh là là, ça va mettre la pagaille dans mon processus. Il va remettre une offre 3 semaines avant, et comment est-ce qu'on va le gérer par rapport aux autres?
où il y a une manière peut-être parfois plus proactive, c'est-à-dire, écoutez, si l'offre qui arrive 3 semaines avant correspond aux attentes des actionnaires, correspond aux attentes du dirigeant, pourquoi s'en priver? Donc il ne faut pas avoir peur non plus de l'offre préemptive qui est souvent, dans une seule condition, c'est qu'elle ne soit pas préemptive pour faire un processus, mais qu'elle soit préemptive parce qu'il y a un vrai appétit, un vrai intérêt, et que donc dans ces conditions-là, l'acteur est prêt à aller plus vite que les autres. Et bien évidemment, le processus sera différent entre, mettons, entre un LBO primaire et un LBO secondaire. LBO primaire, le dirigeant n'est pas habitué à ces management de présentation, il n'est pas habitué à ce type de processus. La société n'est pas forcément structurée de manière correspondant tout à fait à ce que attendent les fonds. Donc là, c'est assez risqué de mettre trop de fonds en compétition. En revanche, sur un processus de LBO secondaire ou tertiaire où le management est rodé à ce type de processus, c'est vrai que là, ça peut permettre d'ouvrir un peu l'enjeu. Alors je confirme ce que vous dites. Dans le cas présent, moi je suis dans un LBO primaire. Et on a donc choisi un processus restreint, parce que par manque d'expérience aussi, donc pas se retrouver avec un problème de temps à gérer, parce que je confirme, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'heures de travail. Mais bon, c'est un projet vraiment passionnant. Mais bon, l'avantage d'un processus restreint dans le cas d'un LBO primaire ou dans le cas de mon expérience, c'est d'essayer en effet de ne pas trop être, de contrôler un minimum le temps, de contrôler un minimum le process. Et quelque chose sur lequel je voulais insister aussi plus particulièrement, contrôler la confidentialité. Pourquoi la confidentialité? Tout simplement pour, quelque part, ne pas perturber l'entreprise, aussi bien en interne qu'en externe. Parce que on découvre que ces phases de LBO, pour prendre un terme générique, ça reste un petit monde. Tout le monde se connaît, on se connaît assez vite. Et la confidentialité est, dans certains cas, quelque chose auquel il faut être attentif. Juste un point pour les fonds. Nous, de notre côté, enfin, je parle aussi à mon sens pour Banexi, on préfère de loin les processus restreints, que ce soit à l'achat ou à la vente. Je veux dire, on pourrait se dire que d'un côté, on préférerait que ce soit large, puisqu'on sera dans le panier, et de l'autre côté, on préférerait que ce soit restreint. Non, dans tous les cas, on préfère les processus restreints, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers sur la place. Il y a des dossiers où, en effet, on a un appétit, on sait le démontrer, et on ira éventuellement plus vite que les autres. On n'a pas de temps, entre guillemets, à perdre dans des processus où il y a 20, voire 30 bidders, comme on l'a vu. Alors, si les dossiers nous intéressent, on en fera partie. Mais c'est, à mon avis, une perte de temps pour tout le monde, un risque pour la société, parce qu'en effet, il faut rencontrer 20 bidders. Alors c'est bien, ça instruit sur ce qu'est le marché. Mais un dernier point aussi, c'est que je considère réellement que les mandats qui vous sont donnés à Forge et aux autres, c'est justement d'avoir cette sélection en amont. Je veux dire, c'est trop simple de se dire, on invite toute la place, on regardera ce qui se passe après. Le point suivant toujours sur le processus, le deuxième enjeu, ça peut être également le prix. Et là, plus précisément, dans un processus de LBO secondaire, où le dirigeant se trouve être à la fois vendeur et à la fois investisseur. Alors là, on peut faire l'autruche, effectivement, et puis dire, on avance, on fait un processus sans fixation de prix, et puis on avance. Donc ça, c'est vrai que ça a le mérite pour le vendeur de se dire, de toute façon, c'est le meilleur moyen de maximiser le prix. Maintenant, ce qu'on constate sur certains processus sur le marché, ça a plutôt tendance à augmenter, c'est que ça peut gêner, ça peut amener à des oppositions assez fortes entre le management et le vendeur, sur le management qui dit moi, à ce prix-là, je ne réinvestis pas. Alors, si le management ne réinvestit pas, c'est sûr que c'est compliqué, parce qu'à ce moment-là, il n'y a même plus d'acheteurs. Donc, c'est un processus qui fonctionne dans la grande majorité des cas. Maintenant, il faut bien garder en tête qu'il faut suivre ce potentiel conflit d'intérêts et le garder bien en œil et le suivre de très, 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 très près, parce que ça peut être un élément qui fait rater même l'opération. Alors, il y a un autre moyen également de gérer ce conflit, potentiel, j'entends bien, c'est de fixer le prix à l'avance. Alors là, il y a plusieurs options. Ça peut être fixé même à plusieurs niveaux. Ça peut être fixé en amont, même avant le moindre contact, de dire, le management et le vendeur se mettent d'accord sur un prix, dire c'est ce prix-là qui paraît être un prix stable, un prix juste. La difficulté de ce point-là, c'est que c'est assez dur en amont, sans avoir testé un marché, d'être sûr d'en avoir le bon prix. Donc c'est un peu la limite de l'exercice. Néanmoins, il y a des gens qui le font, ça fonctionne bien, on voit les opérations qui fonctionnent de cette manière-là. Ça me paraît, moi, plus approprié les opérations où ça ne sera pas un processus d'enchère, et c'est plutôt le dirigeant lui-même qui va aller chercher le ou les deux fonds avec lesquels il voudrait travailler sur ce prix-là. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est de fixer le prix à la fin de la phase 1. La phase à partir du moment où il y a eu des offres, le marché s'est prononcé, a donné une indication de valeur.
Là, ça permet à la fois aux managers et au fonds de dire, bon, OK, on sait à peu près où se trouve le juste milieu, maintenant on se met d'accord, et c'est souvent plus facile de se mettre d'accord à ce moment-là, parce qu'il y a eu le marché qui s'est prononcé. Et au moins comme ça, en phase 2, il n'y a plus de débat sur le prix, le conflit d'intérêts est complètement écarté, tout le monde est en confiance complète, et on peut se concentrer sur le succès de l'opération et, le cas échéant, l'optimisation des conditions de réinvestissement du manager. Et troisième option, c'est de le faire plutôt vraiment en fin de processus, avant la remise des offres fermes, et dire, ben voilà, on commence à voir où le prix se dessine. Bon, et sur ces bases-là, maintenant, on fige le prix, on se met d'accord, et le fonds dit au manager, mais maintenant, le prix, on est d'accord, on le communique aux acheteurs, il n'y a plus de débat là-dessus, les offres seront toutes au même prix, mais maintenant, on se concentre sur les conditions de réinvestissement. Donc, c'est, je dirais, trois scénarios qui permettent de traiter cet élément-là plus particulièrement. Le ciblage des fonds d'investissement. La plupart du temps, effectivement, une des premières questions lorsqu'on a un mandat de cession, c'est nous dire quel est le meilleur fonds. La réponse, c'est que l'expérience le démontre, c'est pas forcément le même à chaque fois, parce que ça dépend d'éléments intrinsèques au fonds lui-même, comme est-ce qu'il est en levée de fonds, est-ce qu'il est en fin de fonds, est-ce qu'il a un appétit pour le secteur à ce moment-là, parce qu'il vient de regarder une opération sur laquelle il n'a pas eu gain de cause, ou au contraire, il a eu gain de cause, il a envie de faire du build-up. Donc, et c'est forcément, la réponse n'est jamais la même en fonction du moment et en fonction de l'opération. Ce qui se retrouve, évidemment, c'est que vous avez des gens qui sont, en fonction de la nature de l'opération, plus portés vers du minoritaire, d'autres plus sur du majoritaire, d'autres sur du LBO de développement ou du LBO, en tout cas de croissance, ou du LBO de rendement. Donc en fonction de l'entreprise, de la cible, c'est pas très beau, mais de la structure de la cible, on les oriente vers tel ou tel fonds. Encore une fois, ce fonds peut d'ailleurs être plus intéressé à un moment donné par un LBO de croissance et à un autre par un LBO de rendement et vice-versa. La taille de l'investissement quand même, où on retrouve des grandes catégories. Il y a des fonds qui ont plus d'appétit sur des deals très importants, d'autres plus middle market, même si tout ça peut se recouper, donc il faut faire très attention. Mais donc là, on doit mettre au service de nos clients notre connaissance, on essaye qu'elle soit la plus parfaite possible, de ce monde des fonds d'investissement qui évolue, je ne sais pas si c'est chaque jour, mais en tout cas tout le temps. Un critère qui nous paraît souvent important, c'est l'intérêt pour le secteur, parce que ça permet de gagner du temps. Pour les dirigeants d'entreprise, je pense que c'est plus agréable de parler de leur secteur qu'uniquement de BFR, de résultats et de chiffres, même si évidemment à la fin des fins ça compte. Mais parler de l'entreprise, du métier, c'est quand même forcément plus passionnant pour les dirigeants d'entreprise, et on le comprend. Et si on peut leur amener des fonds qui ont de l'appétit et une certaine expertise, encore une fois, par leur passé ou parce qu'ils s'y sont mis, peu importe, c'est une sélection qui se fait naturellement. Au titre de la préparation, toujours d'aller de l'avant dans la phase préparatoire, va se poser, et de plus en plus classiquement aujourd'hui, la question de la réalisation ou non d'une vendor due diligence, avec, je dirais, ses avantages et ses inconvénients et ses incontournables. D'abord, peut-être la question des principes et du périmètre. Alors, sur le périmètre, je dois dire que il y a quelques années, le périmètre était essentiellement financier. On a vu toutes les opérations de LBO se professionnaliser davantage et avoir de plus en plus de conseils qui interviennent pour faire différents audits pour le compte des acheteurs. Donc l'idée de la VDD, c'est d'éviter d'avoir trop d'audits côté acheteur et de donner au fond des documents déjà prédigérés où une bonne partie du travail d'audit et d'identification des risques a été faite. Donc aujourd'hui, on parle de VDD, on parle évidemment de VDD financière, mais très souvent, et je dirais presque toujours, s'y ajoutent d'autres thèmes qui sont couverts, souvent des VDD stratégiques, c'est-à-dire que on voudra donner des éléments sur le marché dans lequel intervient l'entreprise et le positionnement de l'entreprise à l'intérieur de ce marché. Donc, s'il n'existe pas d'études préconstituées, on aura tendance à demander à un cabinet de stratégie de donner des éléments au fonds d'investissement, surtout s'il s'agit, je dois dire, de business models assez spécifiques et qui ont besoin de talents pédagogiques, d'explications pour expliquer pourquoi ça peut se développer et marcher. Dans des entreprises industrielles,
On fera très souvent des VDD environnementales, au moins au premier niveau, voir si toutes les autorisations existent, quitte parfois, dans certains cas un peu lourd, à aller jusqu'au carottage et à donner des informations très, très précises sur les risques environnementaux de l'entreprise. Ce qui est d'ailleurs souvent un bon moyen pour l'entreprise de se rendre compte que peut-être elle n'est pas tout à fait au top des normes et de pallier ce qui a pu être relevé avant de se mettre sur le marché. Et il y a bien évidemment un certain nombre de due diligence vendor faites sur le plan juridique au sens large, qu'on parle de droit des sociétés, d'identification des risques fiscaux ou identification de risques liés au droit du travail. Peut-être j'ajouterais à cet égard que l'un des avantages et l'un des points clés des VDD, lorsqu'on parle en particulier de social, de fiscalité, de juridique, y compris d'environnemental, est également de pouvoir valider ou en tout cas avoir une approche des risques et des hypothèses du business plan. Je m'explique. On prend un exemple très très simple qui est celui des contrats commerciaux et des contrats longue durée de l'entreprise. Il est clair qu'il y a un certain nombre de conditions, notamment tarifaires, dans les contrats de vente de l'entreprise, qui vont avoir une incidence, je dirais, sur les retours et sur les revenus de l'entité sur la période, qui vont permettre en fait de valider un certain nombre d'éléments du business plan. Et donc le travail sur la VDD peut prendre et a de plus en plus une importance cruciale dans la mesure où elle est à la fois, je dirais, un outil d'intégration, de préparation, je dirais, du processus de cession, mais aussi, et je pense que c'est là l'un des points importants pour les conseils qui travaillent sur ces éléments, de garder présent à l'esprit l'usage qui devra en être fait par le fonds après, ou par l'acquéreur, c'est-à-dire en tant qu'un outil d'intégration et de montée en puissance sur le build-up ou sur les opérations de réorganisation post-acquisition. Je referai aussi un commentaire sur la VDD. Donc c'est quelque chose que nous-mêmes nous avons réalisé. Pourquoi nous avons décidé de réaliser une VDD plutôt que de laisser faire les fonds faire leur propre audit, ce qui ne les empêchera pas de faire certains de leurs audits complémentaires s'ils en estiment la chose nécessaire. C'est bien entendu à la fois de maîtriser quelque part l'information, la faire de la façon la plus objective possible, ce qui permet aussi aux cédants d'avoir une vue qu'ils percevront comme neutre sur l'entreprise. Ça permet de ne pas trop perturber l'entreprise en ne faisant globalement qu'un seul audit, ce qui est quand même un facteur très important, parce que pendant qu'on fait tout ça, il faut que l'entreprise tourne, il faut qu'elle continue à gagner de l'argent, il faut qu'elle continue à se développer, donc il faut que ça soit le moins perturbant possible, même s'il faut se projeter dans l'avenir. Donc, pour ces différentes raisons, nous avons fait cette VD avec Mazars d'ailleurs, que je remercie, parce que ça c'est... Bon, je le dis, voilà, c'est tout. Donc je pense que c'est quelque chose... Enfin, ça a été notre choix, et vraiment on ne le regrette pas, parce que ça se passe en douceur, ça n'est pas perturbant, et ça permet de préparer le groupe et les informations qu'on va communiquer par rapport à cette belle opération. Alors, je ne sais plus si après, je peux parler des avantages. Bon, ce qu'on nous demande quand même, quand il y a interrogation des vendeurs sur l'intérêt des VDD, c'est vraiment à quoi ça sert. Et je pense que si le produit s'est développé depuis plusieurs années, c'est pas tout à fait par hasard. Déjà, comme l'a rappelé à Forge, il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui de fonds qui se présentent à l'achat. Donc ça veut dire que si on ne fait pas VDD, vous avez des fonds qui vont peut-être hésiter à venir parce qu'ils ne sont pas sûrs, ils ne veulent pas exposer des frais inutilement. Et ou alors vous allez subir effectivement 4-5 audits successifs avec des auditeurs qui vont reposer les mêmes questions et perturber un petit peu les services. Donc un des avantages, c'est que vous arrivez déjà devant les investisseurs potentiels avec une information qui est structurée et qui est délivrée, je dirais, de manière indépendante, puisque c'est un cabinet autonome qui a rédigé ces documents. Bon. Et le point de vue un peu égoïste du banquier d'affaires, entre guillemets, objectivement, c'est vraiment un plus pour une opération parce qu'il n'y a rien de pire dans une négociation que d'avoir des ruptures de négociation. C'est-à-dire quand vous avez un acheteur qui est
Voilà, et le vendeur, ils sont en train de s'entendre. Ah oui, mais il me faut telle réponse. Alors vous allez rechercher dans votre cabine si vous avez ça, puis ça vous prend un peu de temps, parce que comme vient de le rappeler le dirigeant, il a autre chose à faire, il a à faire tourner sa boîte. Et donc, il y a des discontinuités dans le processus qui finalement sont clairement pas très favorables à la négociation. Pour un négociateur, donc pour le banquier d'affaires, ça fluidifie vraiment l'information et on peut se consacrer ensemble à s'occuper des points sensibles de négociation. C'est vraiment un plus du marché, cette VDD. J'ajouterais de ce point de vue qu'il y a deux autres facteurs dans la VDD qui ont, je pense, une importance. C'est les facteurs de coordination, d'une part, et de stabilité de l'information. En d'autres termes, il y a encore quelques années, j'ai quelques exemples en tête, hein, où effectivement on était dans un processus un petit peu concurrentiel et où en fait on se rendait compte, plus on avançait dans le processus, que le niveau d'information des acquéreurs potentiels était en fait disparate. Et que la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, les offres, on n'arrive pas forcément au même périmètre ni au même paramétrage des offres. Et donc la VDD permet, dans une certaine mesure, en tout cas, d'arriver à une stabilité et une identité du processus informatif des acquéreurs potentiels. Et pour ça, présente également, bien évidemment, un avantage, même si les VDD ne sont pas globales sur la totalité de l'activité de la cible, mais ne peuvent, par exemple, porter que sur certains aspects clés de l'activité ou les points essentiels par rapport au business plan. Donc, par exemple, ça peut être les aspects de distribution marché pour un groupe qui va être spécialisé dans la distribution de produits en B2C ou ce genre de choses. L'intérêt, encore une fois, c'est de rebondir sur cette phase préparatoire, justement, et d'identification. Alors l'autre question qu'on peut se poser dans les phases préparatoires, c'est savoir si on fait appel à un staple financing. Alors, ce mot barbare signifie tout simplement d'aller chercher la dette bancaire, parfois même mezzanine, en amont d'un processus et de la présenter aux acheteurs potentiels. Alors bien évidemment, c'est exclusivement dans le cas de LBO. Alors cette pratique a eu tendance à se développer ces dernières années, effectivement, parce qu'elle présente plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que dans un processus classique, où il n'y a pas eu de staple financing, vous avez une phase 1, bon, les banquiers ont la chance de recevoir le mémorandum de présentation, ils discutent un petit peu avec le fonds, et puis dans la phase 2, ils voient les rapports d'audit, et puis s'ils ont de la chance, ils arrivent à participer à une réunion qui va durer 2 heures ou 4 heures avec le dirigeant. Et sur cette base-là, ils doivent se faire leur propre opinion de ce qu'ils sont capables de donner comme dette sur l'opération. Maintenant, il y a une autre option, c'est d'aller les voir en amont, de manière plus privilégiée, en y consacrant un peu plus de temps, parce qu'il y en aura moins. Le dirigeant y va, avec bien évidemment le conseil, explique un peu mieux son activité. Si on a de la chance, c'est déjà un banquier qui travaille avec la société, donc il la connaît. Donc ça présente l'avantage au banquier de connaître beaucoup mieux son dossier. S'il le connaît mieux, il est plus confortable. S'il est plus confortable, il donnera plus de dettes ou du moins des conditions plus favorables. Donc là, c'est un élément forcément qui va participer à l'optimisation du processus et obtenir une dette sans doute meilleure qu'elle n'aurait été obtenue autrement. Deuxième point, c'est un point plus, et là, auquel nous sommes sensibles en tant que défenseurs des intérêts des vendeurs, c'est qu'il n'y a pas tant de banquiers présents sur la place de Paris. Et donc, quand on se trouve dans un processus où il y a différents fonds qui ont été mis en compétition, assez rapidement, on peut se trouver dans une situation où il n'y a plus assez de banques sur le dossier. Donc là, au moins, ça permet d'éviter que certains fonds abandonnent un dossier, parce que finalement, ils n'ont pas le banquier convenable sur le dossier pour les financer. Maintenant, l'inconvénient, c'est certain, c'est que ça prend une fois plus, encore un peu plus de temps du dirigeant pour se consacrer au projet. Alors, sur ce point-là, on va regarder sur le slide suivant. Nous, ce qu'on essaie de présenter aussi aux dirigeants, c'est que c'est également son intérêt personnel. Pourquoi son intérêt personnel ? Parce que la tendance de marché, là aussi, sur la dette, c'est qu'on voit une augmentation assez importante des quantums de dette sur les dossiers. Alors, c'est vrai qu'on regarde sur les 2-3 dernières années, on peut considérer qu'il y a 1,5 point à 2 points d'EBITDA, entre 1 et 2 points d'EBITDA de plus de dettes qui sont mises sur les sociétés. Alors, c'est vrai que c'est un enjeu parce que ça touche directement au prix. Maintenant, c'est le manager qui vit toutes ces nuits avec ce poids de la dette sur ses épaules, si on veut caricaturer. Et ça peut être quelque chose qui est un peu déstabilisant pour lui, qui peut, là aussi, je l'avais évoqué tout à l'heure sur les éventuels conflits d'intérêts, conduire encore à une friction entre, je dirais, le vendeur et le manager, et puis le manager et l'acheteur. Parce qu'il dit, attendez, moi je suis intéressé, mais moi je n'ai pas envie d'avoir ce niveau de dette là sur les épaules. Alors l'avantage du staple par rapport à ça, c'est que
entre guillemets, le dirigeant maîtrise justement la dette qu'il est en train d'essayer de lever, et il peut un petit peu aiguiller plus précisément le banquier, non pas sur le quantum, mais sur la structure de la dette. Essayer de décaler de plus en plus de la dette qui était payée au fil de l'eau, de la rendre de plus en plus in fine. Et en maîtrisant ce point-là, il peut se trouver qu'il y a un niveau de dette qui est supérieur, mais des engagements annuels de dette qui sont quasiment les mêmes. Donc en le traitant en amont et en étant très impliqué sur ce point, ça permet à un dirigeant de mieux maîtriser son niveau d'engagement avec lequel il vit au quotidien. Juste un point sur le staple financing. Faut quand même considérer un point, c'est que le staple financing est fait pour être battu. Tous les banquiers le savent. Donc ça veut dire qu'on prend 2-3 banquiers, on les met en course, on leur demande de faire leur meilleure offre, et une fois qu'ils ont fait leur meilleure offre, qu'ils sont passés en comité de crédit, derrière vous avez les fonds dont nous faisons partie qui reviennent voir en disant bon, ça d'accord, mais on sait très bien que tu as fait ce prix-là et tu savais que tu allais être battu sur ce prix-là, donc il faut en refaire une étape. Donc en ce qui nous concerne, le staple financing est une bonne indication pour trouver le prix minimum auquel on nous demande de bider, puisqu'une fois qu'on a la dette, on sait à petit peu près où le vendeur attend de nous voir. Mais pour le banquier, c'est particulièrement délicat, puisque de toute façon, les gagnants des staple financing sont rarement les gagnants du dossier in fine. Donc ils se gardent une marge de manœuvre pour la négociation finale. Donc moi, j'y verrais un tout petit peu plus d'inconvénients que vous. On passe à la phase 2, donc, qui est la remise des offres. Donc, je vais aller rapidement sur la première partie. Il faut, là aussi, qu'on fasse bénéficier de notre expérience de la vie quotidienne avec nos amis les fonds pour faire part à nos clients de qui est qui et de leurs habitudes, notamment l'explication des facteurs déterminants de l'opération une fois qu'on leur a remis un engagement de confidentialité, une fiche anonyme, etc. Bon, tout ça, c'est bien. Ce qui compte, c'est de leur faire passer très vite le message de voilà les points, les grandes caractéristiques de l'entreprise que nous avons à nous occuper pour que le plus tôt possible, on ait des gens qui soient intéressés. Ça ne sert à rien de forcer la main de notre vocation, on n'est pas d'en mettre, et là je rejoins complètement Olivier, d'en mettre 15 ou 20, on ne ferait pas notre boulot, quoi. Ça, on ne sert pas à grand-chose dans ce cas-là. Il faut les qualifier. Pour les qualifier, il faut leur donner le plus possible les moyens de faire un vrai choix sur le dossier et de ne pas dire bon, on verra bien, oui, envoie-moi toujours le mémo. Ça, franchement, on essaye de l'éviter au maximum pour que dès cette première liste, on puisse avoir des gens qui sont, encore une fois, qui sont qualifiés. Et puis, je dirais que dans les termes de l'offre indicative, là aussi, on est à la fin de cette étape. Le plus possible, il faut essayer de les faire rentrer dans le détail pour faire un vrai choix. C'est-à-dire sur le financement, sur la structure du financement, comme l'a dit Bruno, qui est bien plus importante aujourd'hui que le quantum lui-même. Sur le package management, je pense que je vais être interrompu là-dessus dans quelques secondes. Sur la valorisation et notamment les critères de valorisation. Il n'y a rien de pire pour nous d'avoir une valo. On ne sait pas quoi en faire. Comment négocier avec un simple chiffre? On se fait mal tout seul. Donc il faut essayer d'avoir des critères de valorisation, de comprendre comment a été bâtie cette valorisation pour pouvoir négocier. Et avant de laisser la parole à ceux qui voudront sur le package, je dirais que sur cette sélection d'une shortlist de fonds d'investissement, c'est vraiment que, pas que là j'espère, mais une partie de l'art du banquier d'affaires est important. Il faut qu'on fasse passer aux clients notre expérience. On est un peu au confluent quand même de tout un tas d'opérations, qu'on réussisse ou qu'on rate un certain nombre, mais on en voit énormément passer. Et donc on voit bien comment les fonds se comportent pendant, avant, après, chacun a ses habitudes. Les individus d'ailleurs à l'intérieur des fonds sont importants. Et il faut qu'on essaye de faire en sorte que, en fonction du profil de l'entreprise, du chef d'entreprise, de l'équipe dirigeante, on leur mette des gens, c'est un peu d'agence patrimoniale, qu'on leur mette des gens qui sont adaptés à cela, qui sont plus à l'aise avec du build-up, d'autres qui sont plus à l'aise avec de l'international, d'autres qui sont plus à l'aise avec une croissance forte, mais donc des BFR qui bougent, etc. Et pour ça, il faut vraiment naviguer dans cette shortlist entre... Et vraiment, c'est pas focus, je partage le point de vue d'Olivier et de Banexi aussi, forcément sur ce point-là. C'est qu'on ne fait pas notre métier si on en met 15 ou 20 dès le départ, et on ne fait toujours pas notre métier si en shortlist, au deuxième tour, on en met 5, 7, en disant bon, le management tranchera après tout. C'est la facilité. C'est à nous, en discussion évidemment, pas tout seul, mais avec le management, de lui expliquer les différents choix, de ne pas s'arrêter qu'aux critères de prix, parce qu'il y en a qui font un prix très important pour passer au deuxième tour puis qui vont baisser, d'autres qui au contraire, on nous voit avec l'habitude, sont toujours stables,
d'autres qui risquent de baisser ou de se désister au dernier moment. C'est à nous de faire véhiculer ce message aussi, avec des chances de se tromper aussi, hein, mais au moins, je pense qu'on est là pour ça. Et dans cette shortlist, à notre avis, chez Laforge, en tout cas, on essaie vraiment de faire un vrai deuxième tour, donc un nombre limité. À ce stade, on ne peut pas en prendre qu'un ou deux, parce que si on a désistement, on n'aura pas service à notre client non plus. Donc, mais un vrai deuxième tour, 3 me semble un bon chiffre. Le management ne se perd pas en dizaines de sollicitations. Et je pense qu'on fait notre métier objectivement en sélectionnant à ce stade une liste resserrée. Et si on a fait notre boulot avant, et s'il y a eu suffisamment de discussions avec le management, avec le vendeur, avec nous, on ne doit pas se tromper. Et l'expérience montre qu'on se trompe rarement. Ce qui nous a permis, tout à l'heure Bruno citait une opération qu'on a faite il n'y a pas longtemps, une société qui est assez connue, qui est Interflora. Il y avait effectivement deux acheteurs qu'on a mis. On avait le sentiment, clairement, que c'était ces deux-là. Pour X raisons, on ne va pas en dans le détail parce que 2 heures ne suffiraient pas. Et on ne s'est pas trompé à la fin. Les deux se sont battus jusqu'au bout. Et finalement, le prix de marché a été fait. Il n'y en avait pas besoin de 15. Donc, Alors, les offres indicatives ont quand même, là, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous en recevez beaucoup plus que moi, ont quand même énormément évolué ces 2 dernières années. On était dans une logique, il y a 2 ans, d'envoyer des offres indicatives simplement en disant, bah, finalement, voilà qui nous sommes, voilà combien on est prêt à payer, voilà qui sont nos conseils. En général, le prix était plutôt surévalué, et après on commençait à travailler sur la logique de comment réduire le prix. C'était il y a quelques années. On est dans un monde qui est totalement différent. Aujourd'hui, l'offre indicative est vraiment le premier contact, enfin normalement dirais-je, le premier contact où on doit clairement démontrer que, 1, on sait faire, on veut faire, pourquoi on sait faire et pourquoi on veut faire, que le prix, on l'a déjà travaillé et on va le maintenir jusqu'au bout du process, sauf élément exceptionnel, puisqu'à ce moment-là, je vous rappelle qu'on n'a pas encore vu les vendeurs due diligence, et on n'a pas encore eu la capacité à discuter avec les auditeurs qui ont fait les vendeurs due diligence. Mais sur une logique où tout ce qui nous a été dit dans l'infomémo est validé, on maintiendra notre prix. D'où l'importance du prix et d'où l'importance de beaucoup plus se livrer que ce que l'on ne faisait avant dans ce genre de document. Alors se livrer, oui, mais tout en mesurant les possibilités qui suivront d'un tel entrée dans certains détails. Je pense qu'il y a un certain nombre de dossiers ou de typologies de LBO où il faut plus s'axer sur certains points dans ces offres indicatives que d'autres. Un exemple, tout à l'heure on parlait de LBO de croissance par rapport à des LBO de rendement. Il est clair que dans un LBO de croissance, si vous n'expliquez pas aux vendeurs et aux managers que vous avez la capacité à gérer la croissance parce que vous avez d'ores et déjà négocié avec votre banquier une ligne d'acquisition ou de financement des CAPEX, que vous en avez déjà fait dans le passé, que c'est un secteur que vous connaissez, que vous avez un réseau national et ou un réseau international qui va pouvoir les aider à réussir cette croissance, vous mettez beaucoup de points négatifs si vous n'arrivez pas à le faire par rapport à d'autres. Un LBO de rendement, lui, aura une logique différente. Si vous rentrez dans une logique de hobo, là, il faudra mettre beaucoup plus d'informations sur la logique package et pacte d'actionnaires que vous n'auriez à le faire si c'était un LBO primaire. Un LBO secondaire, par définition, ça voudra dire que s'il est secondaire, vous avez déjà d'informations sur le marché, puisque vous êtes un acteur du marché, donc vous devez aller beaucoup plus vite. Donc toute la logique de rapidité du process, besoin ou non de certaines typologies de due diligence. Sur un LBO secondaire ou un LBO tertiaire, on a vu des fonds ne pas faire de due diligence, tout bonnement, et nous dire on n'a pas besoin de VDD. Donc attention, dans la logique d'aller plus vite, bien évidemment, et parce que ils étaient sur le dossier 2 ans avant, ils avaient à ce moment-là fait d'ores et déjà des VDD, ils considèrent qu'il n'y avait pas de changement par rapport à la structure antérieure, et de revenir sur cette lettre d'intention, avec directement l'explication qu'ils n'auront pas besoin de VDD. Donc, contrairement à il y a quelques années, cette lettre d'intention, à mon sens en tous les cas, est particulièrement importante, et est vraiment la première base de la discussion, avec, en tous les cas en ce qui nous concerne, et ça a été démontré sur les 3 derniers dossiers qu'on a fait, la logique de dire, voilà, une fois qu'on a mis un prix dans la lettre d'intention, sauf gros problème, c'est le prix qu'on vous donnera à la fin. Alors effectivement, cette phase 2 où tout commence pour les fonds, c'est une phase très importante, je dirais très intense,
puisqu'elle doit aboutir à la lettre d'offre préliminaire. Et cette lettre doit être consistante. Aujourd'hui, les choses effectivement ont beaucoup changé. Elle est consistante, donc elle est fruit d'un travail préliminaire important. Et c'est durant cette période que le fonds d'investissement va se forger en fait une première opinion, mais une opinion déjà structurée, une opinion fondée. Alors, tout commence d'abord par l'engagement de confidentialité. Juste un point sur l'engagement de confidentialité. Sa signature, ce n'est pas une simple formalité, puisque cet engagement engage la société de gestion et très généralement, les propositions d'engagement de confidentialité que nous recevons de la part des banquiers d'affaires ne sont pas acceptables en l'état. Alors pourquoi? Parce qu'ils font 15 pages alors qu'ils pourraient faire 3 pages. Ils sont en anglais et encore en échappée chinois aujourd'hui, alors qu'ils devraient être en français, puisque la cible est une PME donc française, et elle comporte en plus un certain nombre de clauses qui ne sont pas acceptables. J'en citerai 2. Par exemple, la destruction systématique de tous les documents que nous avons, et en ce compris les travaux, les documents qui sont les fruits des travaux du fonds et de ses conseils. Ça, c'est pas acceptable, c'est non. Et l'autre point, c'est le portefort de la société de gestion pour le compte de tous ses conseils. Ça aussi également, c'est pas acceptable. La société de gestion n'a pas ce portefort pour ses conseils. Chacun signe le même engagement de confidentialité et est responsable et est engagé pour ce qui le concerne. Voilà, mais ça en général, si on pouvait éviter ces périodes de 2-3 jours de palabres inutiles, on gagnerait du temps, surtout dans des process resserrés. Yann se rebelle. Je suis entièrement d'accord. Merci. On pourrait en rajouter un ou deux autres, mais... Absolument. Voilà, car la phase 1 ne dure pas toujours, donc peut être parfois quand même très courte. Alors, le mémorandum, donc plus intéressant, bien sûr, le mémorandum d'information, c'est le premier, je dirais, contact que l'on a avec l'entreprise, hein, et la qualité de son contenu, la qualité du rédactionnel, l'objectivité du rédactionnel est extrêmement important, puisque voilà, c'est la première impression qui va découler de sa lecture. Alors, des documents ou des mémorandums d'information trop vendeurs, ça suscite un peu la suspicion. Et puis trop pauvres, c'est pas très agréable, puisque ça va accroître les recherches du fonds d'investissement pour comprendre l'entreprise, son métier et le secteur dans lequel elle évolue. Voilà, donc la qualité du mémo est importante, et là le travail de la banque d'affaires est important. C'est un vrai travail, un vrai talent qu'elle doit avoir pour rédiger ces mémorandums d'information. Alors, aux côtés de ce mémorandum d'information, c'est clair que l'accès, même très limité, ne serait-ce que d'1 heure avec le management, c'est un réel atout. C'est un réel atout parce que ça permet de réellement mieux apprécier donc, le projet de l'entreprise, de hiérarchiser, je dirais, les enjeux du projet d'entreprise, de déceler les aspérités. Donc voilà, ça permet réellement d'affiner l'appréciation qu'on peut avoir et donc accroître la consistance de la lettre, la lettre qu'on doit remettre, d'offres qu'on doit remettre à l'issue de cette phase. Alors, le non-accès donc au management durant cette phase, c'est pas un point positif, parce que ça veut dire en général, c'est le signal que le processus est très large, donc énormément de fonds ont été contactés, et ça c'est un signal négatif pour le fonds. Alors, durant cette phase, le fonds d'investissement va faire un peu la somme des forces et des faiblesses du projet d'entreprise, mesurer les upsides du projet, et puis va rechercher un angle d'approche particulier en fonction de son expérience. Et notamment, il peut déjà réfléchir à des cibles de build-up possibles pour doper éventuellement le business plan du management. Voilà, donc première recherche pour mesurer quels pourraient être finalement les atouts du fonds dans la compétition dans laquelle il est plongé. Et son expérience, là, importe beaucoup du secteur. Mais effectivement, les banquiers d'affaires, aujourd'hui, connaissent et apprécient les particularités des fonds qui peuvent être importants et jouer un rôle dans leur sélection. Alors, cette analyse va conduire à l'appréciation d'une fourchette de valorisation. Là, deux exercices très classiques pour apprécier le prix, la fourchette de valorisation. La première, c'est de faire des recherches, bien évidemment, sur des ratios de valorisation de transactions comparables et récentes.
donc exercice bien sûr utile parce que ça restera, les transactions récentes resteront toujours des benchmarks. Et puis le deuxième point, c'est de commencer à simuler, à travailler le business plan qui nous est proposé. Alors un fonds d'investissement, c'est toujours, donc c'est qu'un business plan n'est jamais bien évidemment réalisé par définition, sauf qu'il est rarement au-delà et très très fréquemment en deçà. Donc le fonds va bien évidemment travailler sur un cas un peu plus conservateur et les simulations qui vont pouvoir être faites sur la structure du lit à partir d'un cas un peu plus conservateur vont lui permettre d'apprécier son espérance de rendement la plus probable et donc finalement d'ajuster son prix objectif. C'est un travail important d'avoir toujours ce prix objectif en tête pour le fonds, car il va être bien évidemment entraîné à la hausse. Alors, durant cette phase d'analyse, on prend les premiers contacts bien sûr avec les banquiers et les médianeurs. Ça permet de mesurer l'appétence de nos partenaires banquiers sur le secteur, et puis bien évidemment de voir si le marché est asséché ou pas. Alors effectivement, on a parlé, c'est très pénible de voir que les banquiers travaillent pour 2 ou 3 fonds déjà 3 jours après la réception du document. Et là aussi, signal très négatif lorsqu'il y a assèchement du marché, puisque ça signifie que le process est très large et les fonds n'apprécient guère ce genre de process. Voilà, le choix des conseils, donc l'existence d'une VDD ne nous affranchit pas bien évidemment de choisir des conseils, alors particulièrement lorsqu'on est sur des opérations primaires, conseil stratégique, comptabilité, fiscale, sociale, juridique, environnement, et le choix d'un conseil à l'achat, d'un coach, peut être aussi très, très judicieux de la part d'un fonds d'investissement. Nous apprenons également à connaître bien sûr les talents particuliers, les compétences des banquiers d'affaires, et certains banquiers d'affaires sont particulièrement affûtés dans tel ou tel secteur, et c'est toujours peut-être un atout pour le fonds d'avoir à ses côtés un coach, en particulier dans des process d'opérations secondaires ou tertiaires. On passe ensuite à la phase dite phase 3, qui est la phase très, très opérationnelle et pour les fonds et pour les auditeurs, puisque c'est le moment où les fonds vont lancer un certain nombre d'audits financiers, mais également sur d'autres sujets. D'où l'intérêt effectivement des VDD qu'on a pu faire, qui sera le premier document que l'on va communiquer aux auditeurs choisis par le fonds. Généralement, les auditeurs parlant aux auditeurs, ils se comprennent assez bien puisqu'ils ont le même vocabulaire. Il faut souligner que généralement, lorsqu'on a fait des VDD, ça a quand même été l'occasion de préparer toute la documentation qui est nécessaire pour cette fameuse data room, puisque aujourd'hui on voit pratiquement plus de process d'acquisition où on a le droit d'aller faire l'audit directement dans la société en parlant avec la direction financière, qui était, je dois dire, le système le plus agréable, je pense, pour tous, mais c'est une période un peu révolue compte tenu de la concurrence des fonds et de la nécessaire confidentialité de l'opération. Donc aujourd'hui, tout se passe par une data room. Donc ce qui est communiqué, c'est un ensemble de dossiers que généralement on s'efforce de bien structurer lorsqu'on a fait les VDD. On fait également assistance à la data room en structurant ces dossiers. Et ces VDD qui sont un peu le fil rouge qui permettent de se retrouver à l'intérieur de la data room. Alors après, la management presse, j'insiste juste sur un point, on est en cours, mais ne pas recopier le mémo, hein, c'est pénible pour tout le monde. Il faut y penser aussi quand on rédige le mémo, en se laissant un peu d'espace pour la management presse. C'est pas le même style, ça doit être plus vivant, on doit montrer des produits parce que, comme dit Daniel, les process étant un peu plus courts, plus confidentiels, il y a de moins en moins, je me rappelle dans mon jeune temps, de longues processions dans les usines. Nous étions bien sages en randonniant derrière le chef d'entreprise à visiter avec les fonds les entreprises. Ça se fait encore heureux, mais beaucoup plus éloigné dans le temps. Il y a moins, c'est uniquement les gagnants qui ont droit à ce privilège. Donc il faut que la management presse soit très vivante, soit très produit, soit sur le métier. Les chiffres, on a tout le temps avant et après de les torturer pour qu'ils les avouent dans tous les sens. Mais ça doit vraiment être un moment privilégié pour dialoguer avec le management. Les espaces de discussion avec le management sont
déplore aussi d'ailleurs, nous, mais de plus en plus court. Donc c'est le moment idoine pour échanger. Donc il faut échanger sur le métier, sur la stratégie, et la partie financière finalement doit être reléguée un petit peu, selon nous, hein, dans un deuxième temps. Encore une fois, on l'a fait avant, on le refera après, on les torturera ces chiffres, il n'y a pas de souci. La management presse, produit, métier. Bon, avec quand même le souci, si je puis me permettre, que voilà, le manager femme de chiffres n'est pas d'accord. Non, se sent à l'aise dans les chiffres, parce qu'on a vu parfois des management presentations qui n'étaient pas des grands succès. Pourquoi? Parce qu'il y avait des business plans agressifs avec la mise en œuvre de mesures, et finalement les acheteurs étaient là en disant mais si ces mesures sont si bonnes, pourquoi est-ce que vous ne les avez pas mises en œuvre avant? Et pourquoi brutalement elles sont dans le business plan? Et pourquoi c'est pour ça qu'il faut s'exonérer le plus possible des chiffres, finalement. Dans cette étape, je dis à Daniel, avant, après, bon. Évidemment beaucoup. Mais là, produit, comme ça on se fâche moins. D'accord. Bon, enfin, il y a plusieurs stratégies. On va écouter ce que l'on peut dire. Total. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que à ce moment-là, c'est aussi un peu le moment où on commence vraiment à se connaître aussi entre hommes, et sachant que derrière, on va vivre quelques années ensemble. Donc, il faut qu'il y ait un minimum d'affinité et de compréhension réciproque. Donc, c'est un peu c'est vraiment l'endroit privilégié pour ça. Voilà, exactement. Donc, c'est une étape importante, et c'est le moment où les deux parties apprennent à s'apprécier et prêt à faire un mariage à durée déterminée. Donc c'est quelque chose d'important. Donc après, tout le jeu dans cette étape consiste, et c'est pas la moindre des choses, à transformer des offres indicatives, même si elles sont, comme disait Olivier, de plus en plus précises et de plus en plus rédigées pour bien montrer les spécificités du fonds en question, mais il faut les transformer, cet essai, en offre ferme. Donc c'est là qu'il y a toutes les négociations. Je vais laisser la parole à l'avocat sur les packs d'actionnaires, qui sont sans doute le texte à la fois le plus intéressant de mon point de vue, mais le plus compliqué à négocier. Et juste avant de laisser cette parole, bien dire, là aussi, chaque conseil a fait à sa façon. Moi, j'ai envie de dire, il y a quelque chose sur le marché en ce moment qui me trouble un peu, c'est l'homogénéité un peu de tout, des process, et vraiment, on essaye modestement de lutter contre ça. Et notamment dans les offres fermes, moi je tiens à laisser passer les spécificités des offres. Il y a des fonds qui sont plus intelligents sur tel ou tel domaine, sur le montage, sur la structure du montage, qui ont une idée originale, qui ont une stratégie particulière sur laquelle ils sont vraiment en concordance avec le management, plutôt que de tout harmoniser et de finalement faire en sorte, bon ben voilà, on dit aux vendeurs, regardez, on a réussi à monter le package, on a pris le meilleur et on a fait monter les autres, l'offre, on a fait pareil, la structure de la dette. Je ne suis pas certain qu'on rende service en fait aux uns aux autres. Moi, je pense qu'il faut laisser les spécificités s'exprimer pour qu'il y ait un vrai choix, encore une fois. Et je suis vraiment contre cette harmonisation. Un fonds n'est pas fongible, nous on le voit, et ça serait une erreur de penser ça. Travailler avec Yann, c'est pas la même chose que travailler avec Olivier. Ils sont formidables tous les deux, mais c'est pas la même chose. Travailler avec d'autres, c'est pas la même chose. Un fonds n'est pas fongible, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans ces process un petit peu standardisés. Donc laissons la spécificité à chacun de ces fonds et laissons leur imagination s'exprimer, parce qu'au bout d'un moment, sinon ils ne le feront plus. Ils diront de toute façon, on va être ratiboisés, on nous dira ce qu'il faut faire. Ils attendent. C'est désastreux. Il ne faut pas faire ça. Du point de vue de la négociation de la documentation juridique, là je crois qu'on est véritablement dans ce qu'on pourrait appeler la phase de mise en musique ou d'écriture en fait des principes et de toutes les spécificités qui ont été déroulées au long du processus. Et donc c'est là que la diversité, on va avoir quelque part noir sur blanc l'expression de la diversité des points de vue et de la diversité des approches suivant la typologie de l'opération. Est-ce qu'on va être en LBO primaire, secondaire? Est-ce qu'on va être en croissance ou en rendement? Et là, la documentation devra être bien évidemment le reflet en fait de l'approche qui a été suivie et qui a été soutenue par le vendeur et bien évidemment par celle de l'acquéreur. Et qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'en fait ici on est dans ce qu'on peut appeler le résultat de la confrontation en fait des points de vue et la traduction en termes juridiques, sans que, à mon sens, on doive dans ces documents tomber dans un juridisme excessif et faire des conventions qui ne sont comprises que de ceux qui les ont écrites. Mais ça, c'est souvent, malheureusement, quelque chose sur lequel on doit être très vigilant
dans notre activité, et également où il y a un besoin de compréhension en fait du processus et de l'approche qui est suivie, qu'on soit conseil du vendeur ou conseil de l'acquéreur ou d'un des fonds ou sur l'opération, c'est de traduire, d'essayer d'être le miroir en fait du deal que les parties entendent avoir, et pas de calquer, je dirais, forcément un principe juridique. Deux points particuliers par rapport à ça, ça va être en termes de rédaction et en termes de négociation, les équilibrages et les ajustements dans la négociation entre ce qui figure dans l'acte de cession, donc tout ce qui va concerner le prix, ces ajustements et les clauses d'ajustement et de d'earn-out, la gap avec l'incidence des VDD, dont on peut dire quand même qu'aujourd'hui on observe que la présence de VDD ont pour conséquence de simplifier un petit peu le débat en matière de garantie d'actifs et de passifs dans l'approche qui est constituée de toute ce qu'on peut appeler la documentation ancillaire, c'est-à-dire toute la documentation complémentaire qui va être nécessaire pour la réalisation de l'opération, que ce soit des accords de coopération commerciale entre le reste du groupe du cédant et le fonds, ou en tout cas la cible, pour assurer la transition, toutes les questions de centralisation de cash, de détachement des services centraux, enfin de toutes ces questions-là, que trop souvent, je dirais, on a tendance dans le processus à insérer dans un paragraphe de l'offre ferme ou dans un paragraphe du contrat d'acquisition, alors que très souvent, on se rend compte qu'opérationnellement, c'est un des soucis majeurs, ou en tout cas un souci opérationnel très important du vendeur et de l'acquéreur et du management, de savoir quelle va être la pérennité en fait d'un certain nombre d'activités. Alors cette phase pour le fonds vu du fonds d'investissement, c'est une phase bien sûr sous haute tension. Il va devoir donc digérer une masse d'informations considérable. Il va engager des honoraires donc importants. Et il va devoir coordonner ces nombreux conseils, et ça c'est assez consommateur de temps. Donc une phase sous haute tension. Alors l'épicentre bien sûr de cette phase, c'est le contact avec le management, les réunions. Alors la management de présentation bien sûr est importante, mais c'est aujourd'hui un exercice toujours très brillamment exercé. C'est parfois un exercice un peu convenu, et je crois qu'il faut aller au-delà bien évidemment de cette management de présentation et demander d'autres réunions avec les managers, car effectivement c'est au cours de ces réunions que le lien avec le fonds et le management se crée. Alors, il faut rencontrer, si possible, les cadres et le management associé aux dirigeants. C'est quand même extrêmement important d'écouter le directeur commercial, le directeur industriel. C'est extrêmement intéressant de visiter les usines et les sites. Ne pas pouvoir le faire est un signal là aussi très négatif. Une visite est toujours pleine d'enseignements. Les détails sont parfois révélateurs et sont rarement révélés dans une management de présentation ou dans un quelconque mémo. Et puis, encore une fois, susciter les réunions nécessaires pour éclairer toutes les zones d'ombre, voilà, donc aplanir les problèmes, les traiter, parce que c'est au cours de cette période que les véritables liens avec le management va se faire et l'organisation du futur. Les audits... Juste, je reviens encore sur la management de présentation. Quelque part, on quitte un peu l'aspect financier. On ne parle pas que de chiffres, on parle de l'entreprise et des hommes qui la composent. C'est votre client. Hein. Voilà. Donc c'est sûr, important. Bien sûr. Non, mais voilà. Et ce que vous disiez tout à l'heure, qu'une entreprise, si une entreprise ne voulait pas que les fonds visitent que les fonds visitent les usines, ça paraîtrait un peu choquant. Et vice-versa, pour moi, si un fonds me dit non, je n'irai pas voir vos usines, ça ne m'intéresse pas, ça me choque. Je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à l'entreprise fondamentalement. Donc c'est des deux côtés, en effet, il faut apprendre à se connaître. Absolument. Tout à fait. Absolument. Les audits, donc là, peut-être un mot sur les VDD. C'est clair que la VDD présente beaucoup d'avantages pour les fonds d'investissement. Et que ça permet également de partager le coût, des coûts qui sont très lourds
entre l'acheteur et le vendeur. Ça fluidifie l'information, ça fluidifie également le process, donc c'est tout à fait intéressant. Un inconvénient peut-être pour le fonds d'investissement, à contrario, c'est que ça peut gommer certains avantages qu'il pourrait avoir, éventuellement une connaissance plus fine du secteur, et car ça justement fluidifie l'information, ça donne accès à une information de qualité absolument à tous les candidats. Voilà, donc ça peut gommer l'avantage qu'il peut avoir dans certains cas. Au niveau des audits, juste un message, les auditeurs ont la culture du détail, c'est bien, c'est leur job, c'est important, mais l'esprit de synthèse est plus rarement rencontré. Et lorsqu'on a 300, 400 pages très rapidement à digérer, c'est vrai que des bonnes synthèses qui permettent de hiérarchiser les problématiques du plus important au moins important, ça permet d'avoir la désirable surprise de rencontrer un problème important à la 300e page, et ça 2 jours avant de signer l'offre ferme. Voilà, donc l'esprit de synthèse est un atout et permet pour les fonds d'investissement d'être plus performants. Prix et montage financier de l'opération, d'autant plus rapidement qu'il est midi 20 et qu'il y a encore quelques slides. Je ne vais pas revenir sur les pricing de la dette qui sont, je pense, connus par la plus grande partie de l'assistance et qui sont par définition variables en fonction du risque. Hein. Donc c'est simplement une indication. Ce qui, à mon sens, est important aujourd'hui de souligner, c'est que dans tout ce process, l'objectif du fonds d'investissement, c'est d'arriver à avoir une dette qui, au moment où on remet notre lettre d'offre, une contre-lettre de la banque qui est ferme, c'est-à-dire passée en comité et qui a le moins de conditions suspensives, voire qui n'en a aucune. Si ce n'est si jamais il devenait illégal de prêter en France, à ce moment-là, il ne pourrait pas nous prêter. Et à part ceci, c'est de plus en plus la logique donc d'avoir ces fameuses clauses de certain fund qui sont assis soit sur des term sheets, soit sur des interim facilities, soit sur les documents en eux-mêmes. Donc ça, c'est un gros travail du fonds d'investissement, de réussir à avoir, au moment où il remet sa lettre d'offre ferme, avoir une dette d'importance qui lui permettent bien évidemment de calibrer son prix, mais surtout le plus ferme possible. On distingue 3 grands types de dettes. Alors on peut les voir dans d'autres typologies. Enfin, nous, on les a distingués ici de 3 grands types. Les dettes d'acquisition qui sont seniors, les dettes d'acquisition mezzanine et les dettes d'exploitation, notamment les dettes qui permettent dans les LBO de croissance de financer cette croissance, soit le crédit revolver qui aide bien évidemment dans les logiques de BFR, soit les lignes de CAPEX et d'acquisition qui sont de plus en plus importantes dans les dossiers, en tous les cas que nous voyons, puisqu'il est particulièrement, et ça c'est vraiment une demande à la fois du dossier et du management, il est important de pouvoir s'assurer d'un quantum de dette pour les acquisitions ou les investissements futurs, que ce quantum de dette soit d'ores et déjà comité par la banque, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite, notamment dans les opérations de build-up. Rapidement, une des questions qui nous est le plus souvent posée, que ce soit par les managers ou par d'autres, c'est le quantum de dette. Quel est le niveau de dette qui est acceptable? On fait des opérations de LBO, donc il y a obligatoirement du levier. Le levier permet de faire le prix, notamment. Le quantum de dette qui est aujourd'hui considéré comme acceptable, c'est le quantum qui permet à la fois de payer le prix qui nous fait gagner le dossier, sans obérer la croissance de la société. Une fois qu'on a dit ça, on a la capacité à traiter la dette, non pas comme un montant de dette qui est mis sur la holding, mais comme le disait tout à l'heure Bruno, comme une dette qui s'amortit plus ou moins dans le temps. Alors c'est vrai qu'on avait jusqu'à il y a peu des dettes qui étaient le plus souvent fortement amortissables avec des tranches A qui étaient relativement conséquentes. Le banquier considérant que plus sa dette s'amortissait, plutôt son risque diminuait, donc il fallait qu'on lui démontre que la société avait suffisamment de cash flow pour diminuer son risque. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. On est plutôt dans une phase où la tranche A, dans sa taille, diminue et on augmente les tranches B, les tranches C, les second liens. On aura des tranches D, des primes. On peut aller où on veut. De toute façon, c'est la même logique. Ce sont des tranches in fine rémunérées plus fortement. Ce qui amène à dire que finalement, est-ce que c'est vraiment de la dette? Alors, juridiquement, oui, c'est de la dette.
Maintenant, nous, sur une opération, on a fait une tranche à 12 ans. Voilà, tranche de dette à 12 ans. Est-ce que c'est de la dette sur une holding ou est-ce que c'est quelque part des quasi-fonds propres sur l'horizon de la transaction, Et je ne parle pas dans une logique juridique. Dernière chose, il faut voir aussi que la pression qui est faite sur la cible du fait de la dette, c'est si la dette est de plus en plus in fine, ce n'est pas le remboursement de la dette, mais ce sont les intérêts. Et l'intégration fiscale, qui est la logique même des opérations de LBO, permet quand même d'amortir énormément ce coût. Voilà, donc relativisons les idées qui sont de dire qu'il y a de plus en plus de dettes, c'est une charge énorme pour la société. Non, à partir du moment où elle est in fine à des horizons très lointains et que les intérêts sont matchés par l'impôt, quelque part, il n'y a pas de dégradation de la situation économique et non juridique de la structure. Et je vais me permettre de redéfendre mon point de vue sur le staple. C'est que le staple, à mon point de vue, justement, sur le terme acceptable, je pense qu'entre le management et ses conseils, ils peuvent trouver d'être acceptables. Et vous l'avez tous compris, je pense, tout à l'heure dans ma réponse, mais Olivier disant qu'il voyait des inconvénients au staple, vous comprenez bien que pour matcher un prix, il y a deux solutions. Le fonds préférera effectivement avoir une très belle dette et donc surperformer le staple. Un autre sujet peut être, pourquoi pas, de diminuer un peu le TRI escompté et de leur faire mettre un petit peu d'equity. C'est pour ça qu'on ne peut pas être d'accord. Je ne répondrai pas. Dans la droite ligne, je dirais, des sujets et des thématiques qu'on vient d'aborder, viennent se greffer, je dirais, les incidences juridiques et fiscales sur la construction du prix de l'equity et de la dette, et notamment je dirais, les précautions et les limites un petit peu de l'exercice auquel le fonds ou les fonds vont devoir se livrer dans la construction de leur prix, de la consistance de l'equity et de la dette. Quelques exemples pêle-mêle dont certains sont, enfin dont tous d'ailleurs sont bien connus. Tout d'abord, il y a bien sûr le traitement de la question des plus-values pour les cédants et pour les managers, et puis la sortie. Après, toutes les questions relatives aux qualifications juridiques et fiscales et sociales, bien évidemment, des compléments de prix et de l'intéressement des managers. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même une tendance de la part des administrations sociales en particulier à tenter de remettre en cause un certain nombre de mécanismes d'intéressement des managers et à les requalifier en tout cas en partie en rémunération, et donc d'avoir des incidences claires et totalement, enfin pas totalement, mais en tout cas qui peuvent être dramatiques pour les managers, dramatiques dans le sens de la prise en compte de leurs intérêts. Après, une question que maintenant on retrouve quasiment systématiquement, qui est une question complexe, je pense qu'il faudrait qu'on ait plus d'une heure pour en parler, voire même une journée, la question du contrôle. Alors, la question du contrôle de fait, de droit, la question de la définition du code de commerce, toutes ces questions, je dirais, on les retrouve d'une part sur la notion de l'equity, sur les vétos, sur ces éléments-là, mais également sur la dette. Et sur la dette, pourquoi ? En particulier à cause de la nouveauté, entre guillemets, qui sera donc applicable le 1er janvier prochain, sur les règles de sous-capitalisation, puisqu'on fait maintenant dans ces nouvelles règles référence clairement à la notion de sous-capitalisation et de contrôle direct ou indirect sur l'entité. Au-delà de ça, il y a effectivement un certain nombre d'avantages qu'on peut voir à cette construction et à ces nouvelles règles de sous-capitalisation, mais également des contraintes qui doivent être prises en compte dans la structuration de l'opération et en particulier de la dette. Donc c'est la question de la qualification equity ou quasi-equity et des différences de perception. Enfin, je citerai un sujet bien connu, même s'il est en train d'un petit peu évoluer à compter du 1er janvier prochain, sur l'amendement Charras et donc la réintégration des charges financières, où là, bien évidemment, l'impact est plutôt sur l'aspect sortie de l'opération pour le fonds, ou en tout cas de recession de l'opération, avec la notion, encore une fois, de groupe et de contrôle direct et indirect. Voilà, ce qui milite encore une fois sur le fait de solutions adaptées à chaque transaction et à chaque opération.
Et je dirais la dernière phase, entre guillemets, qui est celle, bien évidemment, de la signature ou des négociations finales et de la signature et de la documentation juridique, où là, je dirais qu'on rentre dans les questions des conditions suspensives et des dossiers, notamment en matière de concurrence, mais également d'autres aspects, comme par exemple en matière d'environnement, avec les changements d'exploitants, et d'autres typologies de problématiques, voilà, qui aboutissent bien évidemment au closing. Et donc, la fin de ce processus. Et donc, effectivement, pour le temps passe. Donc, pour en finir, je paraphraserai ce que disent les spécialistes un peu de l'immobilier. Je crois quels sont les points clés. C'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Je ferai la même réponse dans le conseil en fusion-acquisition. C'est le process, le process, le process. Et ce process, il est difficile à décrire. Il se vit, il s'adapte, etc. Mais retenez que c'est vraiment pour moi le process, c'est à la banque d'affaires ce qu'est la formule de Coca-Cola pour Coca-Cola, quoi. Donc c'est aussi essentiel que ça. Il faut que ça reste une boîte noire également et que chacun des conseils, les fonds, je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas fongibles. J'espère que les conseils en fusion-acquisition notamment ou autres ne sont pas fongibles non plus et que c'est à chacun, en fonction de son vécu, de son expérience, de faire profiter à son client ou à ses clients de son expérience et de ce qu'il a façonné, de ce qu'il a vu. À chaque opération, et plus on fait des opérations, plus on évite un certain nombre de pièges. Voilà.